Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. En Isère, une partie de l'autoroute A43 est coupée jusqu'à au moins demain matin en raison d'un accident impliquant 2 camions, dont un camion-citerne et un véhicule. Un des chauffeurs est décédé, une personne a été grièvement blessée. Les pompiers ont mis plusieurs heures pour éteindre l'incendie provoqué par cet accident. Nous retrouverons sur place dans ce journal Aurélie Massé. Il s'oppose à certains projets comme le Lyon-Turin ou encore le doublement du tunnel du Fréjus. Alors pour le faire savoir, une poignée de militants a pris le départ du Tour de France, des projets inutiles. Objectif, parcourir les routes à vélo depuis la Savoie jusqu'à Bayonne. Enfin, notre série de la semaine nous emmènera au cœur de la Chartreuse, à 1700 mètres d'altitude, pour visiter la grotte de la Balme à Colomb, un lieu exceptionnel dans lequel vivaient il y a plus de 20 000 ans des ours des cavernes. La grotte a été découverte par 2 spéléologues en 1998. Nous avons rencontré ces spéléologues. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale dont voici l'un des principaux titres. Et vivement jeudi et la demi-finale de rêve France-Allemagne. Les Bleus face aux favoris et champions du monde. La pression monte, l'exaltation aussi. Reportage chez les supporters français et allemands. Et puis l'équipe de France a déjà repris l'entraînement à Clairefontaine. Une épaisse fumée noire visible de très loin. L'accident qui s'est produit en début d'après-midi sur l'A43 entre la Tour du Pin et les Abrets a provoqué un incendie spectaculaire. Cet accident a impliqué plusieurs véhicules dont des camions. Une personne est morte, une autre grièvement blessée. Le point avec Jordan Guéant, Didier Albrand. Il ne reste plus rien du camion-citerne qui transportait des milliers de litres d'hydrocarbures. Peu après 14 heures sur l'A43, un premier camion s'arrête en panne. En voulant l'éviter, une citerne se met en portefeuille et coince alors une voiture contre la bande de sécurité centrale. 3 véhicules impliqués, tous s'embrasent. À l'image des dégâts, le bilan humain est très lourd. Le camion-citerne a pris feu immédiatement après l'accident. Le conducteur du camion-citerne est décédé dans l'incendie de son véhicule. En ce qui concerne le conducteur du camion plateau, il a réussi lui à s'extraire de son véhicule immédiatement au moment de l'accident et il n'est donc que très légèrement blessé. Il va être hospitalisé tout de même, évidemment à titre de précaution pour les examens de vérification, mais il n'y a pas de blessure. Et le conducteur du véhicule automobile est lui gravement blessé. Il a été évacué sur les hôpitaux de Lyon-Sud par hélicoptère. Tout de suite après l'accident, un immense panache de fumée noircit le ciel du Nord-Isère. 60 pompiers sont mobilisés, 25 gendarmes et 2 hélicoptères. L'autoroute est alors fermée dans les 2 sens, puis évacuée, des déviations mises en place. Sous l'effet de la chaleur, le bitume a fondu sur plus de 10 cm d'épaisseur. Je pense que l'autoroute va être fermée au moins une bonne partie de la nuit dans le sens Chambéry-Lyon. L'enrobé doit être refait par les services d'AREA. Les militaires du peloton motorisé de la Verpillière doivent procéder aux premières constatations. Donc forcément, la circulation sera rétablie demain matin au plus tôt. Sur l'A43, la nuit s'annonce longue, tout comme l'enquête ouverte pour déterminer les causes de cet accident spectaculaire qui a donc fait 1 mort et 1 blessé grave. Et tout de suite, nous retrouvons sur place Aurélie Massé. Aurélie Massé, bonsoir. Y a-t-il de nouveaux éléments? Bonsoir. Écoutez Pauline, ce que l'on peut ajouter, c'est qu'il y a 1 heure environ, les techniciens de l'investigation criminelle sont arrivés sur place. Ils sont à l'œuvre en ce moment pour effectuer tous les relevés nécessaires à l'enquête qui démarre. Ensuite, il va falloir commencer à déblayer la carcasse, ça va commencer. Et surtout, le plus long, remettre en état la chaussée. Imaginez-vous, le brasier a atteint 200 mètres de rayonnement. C'est d'ailleurs un miracle que le conducteur de la voiture qui suivait soit encore en vie, même s'il est gravement brûlé. Alors voilà, ici, les travaux vont prendre du temps, toute la nuit au moins, a annoncé le sous-préfet de l'Isère. L'autoroute reste coupée dans les 2 sens de la circulation, même si, vous le voyez, tous les véhicules qui se sont retrouvés ici bloqués ont été évacués et déviés sur les axes secondaires où forcément ça a pas mal coincé. Un conseil enfin pour les automobilistes savoyards qui veulent gagner Lyon. Il est recommandé de prendre l'A41 en direction de Grenoble, puis l'A48. Et pour les Hauts-Savoyards et les Suisses, il faut prendre l'A40, puis l'A42. Voilà Pauline ce qu'on peut rajouter. Merci beaucoup Aurélie. Justice avec le 2e jour du procès du meurtre de la gérante d'un camping à La Tuile en Haute-Savoie. Les faits remontent à 2013. Une femme de 54 ans avait été tuée après un cambriolage qui aurait mal tourné. 5 hommes sont jugés à Annecy. Reportage Ariane Comte-Savary, Christian Mathieu. Avant même l'ouverture de cette 2e journée d'audience, l'avocat de José Sareva, l'instigateur du cambriolage, avait prévenu. Il y aura du spectacle aujourd'hui. En fait de spectacle, c'est l'expertise balistique qu'il a contestée, allant même jusqu'à sous-entendre
qu'une autre personne aurait tué la gérante du camping de la Tuile. Il y aurait, selon moi, d'autres protagonistes au procès, et ça va être d'ailleurs l'objectif de l'audience de cet après-midi, de mettre en avant que d'autres protagonistes auraient dû être mis en cause dans le cadre de cette affaire. Une attitude abjecte aux yeux des parties civiles qui redoutent que la défense aille même jusqu'à accuser l'époux de Nicole Communal-Tournier d'avoir tué sa femme. Là, on est dans la déloyauté, on n'est même pas dans l'approximation, des affirmations qui sont absolument mensongères, fondées sur strictement rien, uniquement dans le but de quoi, à la fin? De tenter, une fois de plus, de dénigrer, d'humilier et de transférer une responsabilité sur le mari, sur un veuf, alors qu'on est venu tuer son épouse chez lui. L'avocat de l'auteur du coup de feu mortel, lui aussi, avoue ne pas comprendre la stratégie de son confrère. Le principal concerné, c'est Nicolas Benoît. Nicolas Benoît, il a toujours dit la même chose. Il y a eu un tir cette nuit-là et je suis l'auteur de ce tir. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on vient contester les conclusions d'une expertise balistique qui sont d'abord très précises et qui ensuite ont été parfaitement confirmées lors de la reconstitution. Il est difficile de savoir si les jurés accorderont du crédit à cette hypothèse présentée par une partie de la défense. Ce qui est sûr, c'est que les débats cet après-midi étaient si houleux que le président de la cour d'assises a perdu patience, reprochant à ces mêmes avocats d'alourdir inutilement les débats. Il doit rendre son verdict vendredi prochain. C'est une réforme qui est passée inaperçue. Elle va pourtant chambouler l'organisation des soins hospitaliers partout en France et à Grenoble en particulier. Le CHU va fusionner avec 9 autres centres hospitaliers de l'Isère. L'objectif est de créer des synergies et de renforcer l'accès aux soins dans toutes les zones du département. Mais les syndicats dénoncent un plan d'austérité déguisé. Jordan Guéant, Dominique Bourget. L'acte de naissance a été signé en grande pompe. Place au GHT, le groupement hospitalier de territoire Alpes-Dauphiné. Un gros bébé né de la fusion de 9 hôpitaux avec le CHU de Grenoble dans le rôle de la clé de voûte. Objectif, spécialiser chacun des 9 établissements pour éviter les doublons. On avait plutôt tendance à se faire concurrence pour avoir des recettes et on l'a vu, c'était quand même très contre-productif. Là, on passe sur un niveau où on travaille ensemble pour améliorer notre filière de prise en charge. Oubliez la concurrence, place aux synergies. Avec 15 000 agents et 4 500 lits, le GHT a tout du mastodonte. À la clé, des économies d'échelle et une attractivité renforcée auprès des médecins. Un bon point pour les petits hôpitaux isolés. On pourra imaginer que le praticien soit 3 jours dans un établissement, 2 jours dans un autre, et tout ceci sous une coordination médicale. Donc ce seront les postes, je crois que les jeunes praticiens ne veulent plus travailler de façon isolée, et là il y aura ce sentiment d'appartenance à une équipe. Mais les syndicats, eux, redoutent des fermetures de services, alors que la ministre de la Santé a demandé 3 milliards d'euros d'efforts aux hôpitaux. Il y a des plans d'économie actuellement à Voiron, à Lamur, au CHU de Grenoble, même si c'est nous l'établissement support, on a un plan d'économie puisque c'est quand même ça l'objectif central de ces groupements hospitaliers de territoire. Un faux procès pour la nouvelle direction du GHT qui promet un renforcement des soins de proximité. Pour preuve, l'ouverture de consultations d'ophtalmo déjà actée à Voiron. Notre sujet grande région à présent avec un coup de projecteur sur l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Les repreneurs de cet aéroport avaient jusqu'à aujourd'hui pour se faire connaître. Il s'agit de racheter les parts que possède l'État, à savoir 60%. Pour le moment, pas de nom définitif, mais une certaine inquiétude pour les actionnaires minoritaires comme la région. Jean Perrier, Pierre Lachaud. A priori, ils sont 6 à avoir déposé une offre définitive pour Bron et Saint-Exupéry. 6 propositions dont l'État devrait retenir la mieux-disante, valeur estimée autour du milliard d'euros. Et ce serait un consortium turc qui serait le mieux placé, impensable, pour Laurent Wauquiez. On doit garder la maîtrise de notre aéroport. Donc vraiment, je ne voudrais pas, et je le dis clairement, accepter que le gouvernement brade, parce qu'on a un État ruiné, notre aéroport à n'importe qui au plus offrant. Pour moi, c'est clair, une compagnie turque, j'ai pas envie qu'ils contrôlent l'aéroport de Saint-Exupéry. Position moins tranchée pour la métropole qui redoute surtout que la vente ne soit une bonne opération que pour l'État. Il faut essayer de faire en sorte que les intérêts locaux puissent être défendus le mieux possible et donc que nous ayons ceux qui garantissent le plus grand développement des lignes aériennes à Lyon. La CCI, qui représente 25% des parts, officiellement ne veut pas commenter. Mais les chefs d'entreprise, eux, attendent de la vente qu'elle soit un électrochoc pour Saint-Exupéry. Nous espérons bien que celui qui va venir aux commandes
pourra faire bondir Saint-Exupéry à un niveau d'aéroport européen du type de Munich ou autre. Le montant du chèque, de toute façon, fera la différence. Les opposants à la vente en ont déjà déposé un cet après-midi. Symbolique. On l'a déjà payé, nous les citoyens, avec l'argent public, donc avec l'argent des contribuables, pour la construction bien évidemment. Eux s'insurgent contre la privatisation d'une infrastructure bénéficiaire dont le produit ne serait qu'un cache-misère. La dette de la France, c'est 2200 milliards. Il risque de rentrer 1 milliard. Donc ça ne peut pas être la raison principale. Reste que même sous-exploités, les aéroports de Lyon doivent être une bonne affaire vu l'engouement des acheteurs. L'État tranchera entre eux dans le courant de l'été. Politique avec la visite aujourd'hui en Isère d'Axelle Lemaire, la secrétaire d'État chargée du numérique, s'est notamment rendue à Grenoble dans une structure qui œuvre depuis 10 ans pour l'accès des personnes retraitées aux outils numériques. Il s'agit de les former afin de maîtriser l'outil informatique. Axelle Lemaire est aussi allée au CEA où elle a rencontré des représentants de start-up. Le décrochage scolaire touche chaque année de nombreux élèves, plus de 100 000 en France. Plusieurs dispositifs existent pour accrocher ces jeunes. Illustration à Échirolles en Isère avec notre série préparée par Céline Aubert et Nathalie Rapuc. Toute cette année, nous avons suivi Vanessa, Camélia, Sandra, Rudy et Eddy, un groupe d'adolescents en situation de décrochage scolaire. Un jour, ils ont poussé la porte de la mission locale Sud-Isère à Échirolles pour participer à un programme pilote en France, le 16-17, en action. Alors, le maillot, donc il faut que tu prennes un œuf, tu sépares le blanc du jaune. Est-ce que tu sais faire ça? Ouais, je transfère ça à chaque fois. Ouais, parfait. Le 16-17 en action, joli nom pour un programme censé engager une dynamique chez des adolescents. On est sur un rapport très pratique, mais aussi sur des choses autour du créatif. Et voilà, on est sur d'autres valeurs, on est sur mettre en valeur leurs compétences psychosociales, on est sur beaucoup d'autres choses. J'ai mes ingrédients, je pars tout de suite faire la maillot. Le programme a débuté en novembre. Cela fait donc plusieurs semaines que ces jeunes sont suivis de près par Benoît et Pauline. Elle est éducatrice, lui coordonne le dispositif 16-17 en action. Un programme d'accompagnement global avec de nombreuses activités, comme ici la cuisine. 8 mois tous les jours, une chance à saisir pour ces jeunes. Est-ce que tu pourrais essayer de découper ça? Il y a d'espoir pour tous. Je pense qu'ils ils peuvent tous s'insérer, ils peuvent tous avoir une vie heureuse, en tout cas, je pense. Il y a ceux qui ont une plus grande capacité à rêver que d'autres. Il y a ceux qui ont une plus grande capacité à rendre leurs rêves réels. Et il y a ceux pour qui on doit d'abord débloquer des... Il y a des choses à débloquer avant de passer vraiment à l'insertion professionnelle. En 2014, le gouvernement a fait du décrochage scolaire une priorité. Objectif, diviser par 2 le nombre de décrocheurs. Dans la foulée, la région a lancé un appel d'offres. C'est ainsi qu'est né 16-17 en action, un dispositif unique en son genre. 10 adolescents y participent, dont Rudy, 16 ans. Le jeune gars de Pont-de-Clé a un rêve un peu fou. J'ai toujours eu ce but d'être footballeur professionnel. Du coup, j'envisageais rien d'autre en fait. Et arrivé en 3e, comme je vous ai dit, il y a eu ce moment où on m'a dit « Tu veux faire quoi l'année prochaine? Tu veux aller dans quel lycée? Tu veux faire quoi? Quelle filière et tout ?» Aucune idée, mais vraiment aucune. Le buffet que préparent les jeunes, c'est pour le vernissage de ce soir. L'exposition de leurs photos sur l'égalité homme-femme. Un thème important dans le programme. Les adolescents se sont mis en scène et ont réfléchi à des situations. Celle des jeunes mères, par exemple, qui se consacrent au foyer et ne travaillent pas. J'ai peur de décevoir déjà mes parents, de 1. Puis de 2, de me marier, de croire en des paroles alors que c'est faux. Et puis avoir un enfant comme ça. Voilà quoi. Après on aimerait tous comme des princesses quoi. Être mariés, tout ça, avoir des enfants. Ce travail de photographie et de réalisation, c'est aussi l'occasion de casser quelques préjugés qui persistent chez les garçons, même à leur insu. En vérité, l'homme et la femme, ils sont pareils. On est des humains avant tout. Il y a pas de... Après, c'est vrai qu'il y a des situations plus adaptées pour les femmes et des situations plus adaptées pour les hommes, c'est tout. C'est tout ce que je pense. Comme la vaisselle. Comme la vaisselle.
Ces jeunes ont 8 mois pour raccrocher leurs rêves, ou du moins trouver un projet pour l'année prochaine. Avant cela, ils devront travailler sur une notion fondamentale. Fais confiance, les gens autour de toi, ils vont te faire confiance. La confiance, justement, on vous en parle demain. Alors que le Tour de France a débuté ce week-end en Savoie, c'est le Tour de France des projets inutiles qui vient de partir du col du Mont-Cenis, direction Bayonne. Une façon de manifester durant 10 jours contre des grands projets jugés inutiles donc par certains, comme le Lyon-Turin. Nathalie Rapuc, Franck Serroni. Ça va barder. Voici le cri de ralliement de ces coureurs. En tête du peloton, Guido. Il vient de Suse en Italie. Pour lui, c'est une bonne façon de manifester. Le vélo, parce que c'est un moyen pour se rencontrer, c'est à basse vitesse, qui est le contraire de la grande vitesse du TGV. Après une trentaine de kilomètres, c'est le premier ravitaillement sur la commune de Villarodin-Bourget. Le maire est là pour les accueillir. Sa commune est un point stratégique sur le parcours. Une descendrie, autrement dit une galerie d'accès pour le chantier du Lyon-Turin, a déjà été creusée. Donc en face, on voit le village du Bourget. Juste dessous, on a l'entrée de la descendrie. Donc comme on voit, ça passe bien sur la descendrie. C'est vrai qu'au départ, ça devait être percé complètement à côté. Et vu que la roche n'était pas bonne parce qu'on est sur une zone où il y a du gypse, ils ont percé sous le village. Et là, juste derrière, c'est à l'endroit où ils vont poser les 3 millions de mètres cubes. Alors tout ce qu'il y a en forêt, là, ça va être déboisé. Les sources d'eau du village sont déjà taries. L'objectif de ce Tour de France parallèle, faire prendre conscience au plus grand nombre des répercussions que peuvent avoir ce genre de projet pharaonique. On est en dehors du système de compétition. C'est tous ces systèmes de compétition qui nous amènent aux grands projets inutiles. Le Lyon-Turin, le Center Parcs de Roibon ou encore le projet du tunnel franco-espagnol dans les Pyrénées, ce périple permet de débattre autour de grands chantiers. Destination Bayonne le 14 juillet prochain. Du rugby à présent avec le FCG et cette première information, Marc Chérec quitte la présidence du club grenoblois. Il était en poste depuis 2005. Et puis côté terrain, les joueurs ont repris l'entraînement ce matin pour le coup d'envoi de la nouvelle saison. Jérôme Ducrot, Didier Alban. 6h30 du matin, c'est la reprise de l'entraînement après 4 semaines de vacances. Première nouvelle, le président Chérec va tirer sa révérence à la fin de la saison 2016-2017, après 12 ans passés à la tête du club. Oui, j'ai annoncé la semaine dernière que ça serait, dans les fonctions que j'occupe en tout cas, ce ne sera pas ma dernière année au FCG, parce que je crois que quand on est dans ce milieu-là, on a du mal à s'en extraire. Et j'ai pas l'intention de m'en extraire, mais ça sera ma dernière année dans les fonctions que j'occupe aujourd'hui. À part 3 nouvelles recrues, le groupe reste inchangé. La préparation physique, c'est primordial pour retrouver un pic de forme. On a 3 semaines de préparation où on va commencer à mettre déjà un petit peu de rugby, alors que les autres années on n'en met quasiment pas, on met que de la technique individuelle. Et puis après on aura une semaine où on va couper, sauf ceux qui ne seront pas en forme, qui resteront là 3-4 jours. Et après on reviendra et on aura directement les matchs amicaux. Donc ça va aller très vite. Les joueurs affichent de belles ambitions. Ils n'ont pas envie de finir la saison comme cette année en queue de poisson. On va prendre les matchs les uns après les autres, mais en tout cas voilà, Grenoble c'est un club qui a vraiment envie de grandir. On sent que depuis quelques années tout le monde met les moyens pour qu'on y arrive et c'est ce qu'on veut faire, c'est nos objectifs en tout cas. On travaille dans la durée, ça prend un peu plus de temps. On a les ambitions de figurer dans l'élite du rugby français et européen. Je pense que ça arrivera et c'est juste un modèle qui est qui demande un peu plus de temps et puis qui se poursuit pas forcément dans la durée toujours avec les mêmes têtes. Éric Pilot, le président du conseil de surveillance du club, est pressenti à la succession de Marc Chérec. Coup d'envoi du top 14 le 20 août. On connaîtra le premier adversaire du FCG la semaine prochaine. Et sport toujours avec l'ouverture des championnats du monde de nage avec palme junior. Ça se passe à Annemasse, en Haute-Savoie. 33 nations s'affrontent entre lac et piscine. La France espère une place parmi les 10 nations de la planète. Aurélie Massé, Ingrid Pernet-Duparc ont pu assister aux derniers entraînements des Bleus. Une impulsion, un claquement et l'explosivité. Dans les bassins d'Annemasse, l'équipe de France junior répète l'instant clé du départ. Vitesse immédiate. C'est l'intérêt de cette nage qui se pratique sur et sous l'eau, avec 2 palmes ou bien une seule, énorme, façon sirène.
Les 2 pieds sont fixés sur une voilure qui ressemble un petit peu à une queue de dauphin. Et donc les nageurs se propulsent grâce à cet outil-là en ondulation. Ce ne sont que les jambes qui sont utilisées, les jambes et les abdominaux, et les bras ne sont pas moteurs, donc ils sont en position de tenue devant, ils servent à être profilés. Vitesse pour les meilleurs, 14 km/h. Mais la nage avec palme ne se résume pas au sprint. Elle se pratique aussi en fond et demi-fond, une discipline où les Russes et les Asiatiques excellent. Sur le sprint, on a les Coréens qui sont pas mal. Sur le demi-fond, on va avoir aussi les Russes, puisque les Russes sont une des plus grandes nations. Cette année, on a la chance d'avoir pour la première fois la Grande-Bretagne et les États-Unis, donc on va voir aussi ce que ça donne en bipalme. Et les tricolores ne devraient pas être en reste. Avec 5000 licenciés et une centaine de clubs pro, de jeunes champions ont émergé cette année. En 2015, la France a fait 6 podiums aux championnats d'Europe. Sur le dernier championnat du monde, la France avait atteint la 9e place mondiale sur près de 40 pays. On a un objectif qui est assez clair, essayer d'avoir un Français dans chacune des finales pour vraiment animer pas seulement les matinées mais aussi les soirs de finale. La compétition débutera mercredi. Les nageurs évolueront 4 jours en piscine avant de s'affronter dimanche en eau libre sur le lac de Machilly. Direction la Savoie, à présent sur les hauteurs de la petite commune d'Entremont-le-Vieux, le temps d'un week-end. Un site hors du commun, la grotte aux ours de la Balme à Colomb a été ouverte au public. 160 privilégiés ont ainsi pu pénétrer et visiter ce qu'il reste du chantier de fouilles, mais surtout observer les centaines d'os d'ours préhistoriques qui tapissent encore le sol de la grotte. Un gisement exceptionnel découvert en 1988 et auquel la rédaction de France 3 Alpes consacre cette semaine une série de reportages. Premier numéro signé Marie Michelier, Cédric Picot, Vincent Abran et Sophie Villatte. Au cœur de la Chartreuse, à 1700 mètres d'altitude, il existe un gisement exceptionnel. Dans l'obscurité d'une grotte, des milliers d'os, témoins du passage ici d'autant d'ours des cavernes. Mais ça c'est de l'os, 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 ça c'est un bout de crâne, ça c'est une vertèbre, ça c'est la partie basse du film, voilà. Voilà. On voit bien hein, la bestiole qui était enroulée sur elle-même, hein, on devine bien. Hein. Le bassin là-bas qui est noyé dans la glaise, le crâne. Un abri refermé par un éboulement il y a plus de 20 000 ans, jusqu'à un jour d'automne 1988. C'est une belle aventure, surtout une belle aventure humaine. 2 spéléologues, persuadés qu'il reste ici des galeries à explorer, partent à la chasse au courant d'air, sans se douter de ce qu'ils vont découvrir. En mettant la main, j'ai senti un léger courant d'air très froid qui filtrait à travers les blocs. J'ai commencé à m'acharner un petit peu, à gratter un petit peu, enlever des blocs. C'était du cailloutis en fait, des petites plaquettes, donc c'était pas trop compliqué. On a assez rapidement dégagé effectivement le sommet d'une voûte. Donc on a dû creuser, je sais pas, au moins 5-6 heures là-dedans. Une opération dangereuse qu'ils renouvelleront 3 jours de suite. Le jeu, ça consistait à gratter avec la perche, à chatouiller les blocs, et puis à se reculer en catastrophe parce que d'un seul coup, il en tombait l'équivalent de 3 brouettes, quoi. Et ça remplissait complètement le boyau d'accès. Donc après, il fallait tout vider, tout vidanger. Un passage enfin dégagé, Pierre se lance d'abord seul. Une simple corde le relie à Marc, resté à l'entrée. Et en fait, je suis arrivé dans le bas du cône d'une grosse galerie d'une trentaine de mètres de diamètre. Et là vraiment, ça commence, on a le cœur qui s'accélère. Ça y est, c'est gagné, quoi. C'est vraiment la suite de la balle. Mais elle est là. Et puis voilà, et puis là, on est parti là-dedans, quoi. On est en train de faire la topographie. Il y en a un qui tient le décamètre, l'autre qui vise, etc. Et à un moment donné, au sol, il y avait quelque chose qui ressemblait à un crâne que j'ai pris pour une concrétion. Et à partir de là, quand on a commencé à regarder tout autour de ce crâne, parce que s'il y a un crâne, c'est qu'il y a certainement d'autres os, on s'est rendu compte que ça faisait 1 heure qu'on marchait dans des ossements sans s'en être jamais rendu compte. Il y en avait partout. La découverte est rare, car la grotte est immense, près de 3000 mètres carrés. Trop vite, la nouvelle se répand, l'entrée n'est pas protégée, les pillages se multiplient. On s'était transformé en gardien du temple parce que c'était notre découverte, elle était pillée, on la voyait disparaître comme ça sous nos yeux en étant complètement impuissants, donc on y montait régulièrement. Une première porte blindée est posée, dynamitée puis une deuxième, plus solide. Les fouilles commencent et vont se poursuivre durant 6 étés.
Bon, c'était quand même une belle découverte. C'est sûr que c'était pas anodin quand même. Depuis, la grotte a été refermée. Des milliers d'os dorment encore dans la glaise. Ça marque une existence. Hein. C'est une belle période. Des milliers d'autres en ont été sortis pour comprendre qui était cet animal préhistorique, locataire de la Balma-Colon pendant des milliers d'années. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations en Isère. Un accident spectaculaire impliquant 2 camions, dont un camion citerne et une voiture, suivi de l'incendie des véhicules a fait un mort et un blessé grave. Les faits se sont produits en début d'après-midi entre la Tour du Pin et les Abrets sur l'A43 dans le sens Chambéry-Lyon. L'autoroute est toujours coupée à la circulation dans les 2 sens sur cette portion. Elle pourrait rouvrir demain matin, mais les travaux pour refaire la chaussée vont prendre beaucoup de temps. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident. Des experts sont sur place. C'est la fin de ce journal d'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo, l'édition nationale. Demain, à midi, vous retrouverez Daniel Despin pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Je serai là à 19h. Très belle soirée. La météo sur France 3 avec le Dauphiné Libéré, votre quotidien régional. Le temps sera un peu mitigé demain. Le ciel aura tendance à être assez nuageux. Quelques ondées à prévoir sur le flanc ouest de la région, alors que le côté alpin devrait profiter de belles éclaircies. Les minimales afficheront 14 à Saint-Étienne, 16 à Annecy et Valence, 17 à Lyon. Nette amélioration dans l'après-midi, malgré quelques passages nuageux. Le soleil réussira à gagner de plus en plus de terrain, sous des maximales qui seront sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui. Comptez 27 à Saint-Étienne, 28 à Bourg, 29 à Chambéry, 30 à Lyon, 32 à Valence. Magnifique journée attendue mercredi, temps estival jeudi et grand ciel bleu vendredi. Pas de doute, l'été est installé, la chaleur aussi. Les maximales dépasseront souvent les 30 degrés par endroit. Passez une belle soirée.